Le 25 septembre 2025 restera gravé dans la mémoire collective comme l'un de ces jours où l'angoisse a traversé les foyers français d'un bout à l'autre du pays. À Dompierre, une petite commune de l'Orne, où le calme est habituellement maître, l'insupportable est survenu. Une fillette de 12 ans, prénommée Lucie, s'est volatilisée dans la nuit, sans laisser de traces. L'instant d'après, l'alerte enlèvement, ce dispositif national redouté mais essentiel, a été déclenché. Les panneaux lumineux des autoroutes, les écrans des gares, les télévisions et les radios ont basculé dans l'urgence absolue. Un message d'alerte, une description, un visage et surtout une consigne simple mais capitale, repérer, signaler, sauver. Tout a commencé aux alentours de 22h30 dans la soirée du 24 septembre. Lucie, adolescente vive, décrite comme sociable et joyeuse par ses proches, se trouvait près du 3, rue Berrier, un quartier résidentiel sans histoire. Quelques minutes plus tard, elle n'était plus là. Les voisins, d'abord incrédules, ont cru à une fugue passagère. Mais très vite, l'évidence glaçante s'est imposée. Lucie n'était pas rentrée chez elle, son portable, laissé éteint, ne répondait plus. Son absence inexpliquée a déclenché une onde de panique dans la famille, puis dans tout le voisinage. Les gendarmes, alertés immédiatement, ont décidé de ne pas perdre une minute. Dans les disparitions de mineurs, chaque heure compte. La décision fut prise de déclencher le dispositif alerte enlèvement. Une procédure exceptionnelle réservée aux cas les plus graves où la vie de l'enfant est directement menacée. Le message diffusé dans tout le pays décrivait Lucie de façon minutieuse, pour ne laisser aucune ambiguïté possible. Brune, cheveux longs, mince, mesurant environ 1,63 m, elle portait ce soir-là un jogging gris et un sweat beige. Deux détails pouvaient frapper l'œil d'un observateur attentif. Une cicatrice discrète à l'œil gauche, trace d'un accident d'enfance, et une chevalière dorée à son annulaire droit, cadeau offert par sa grand-mère quelques semaines plus tôt. À cela s'ajoutait une montre bracelet rose, détail qui pouvait faire basculer la vigilance d'un automobiliste ou d'un passant. Ces petits indices, qui paraissent de dérisoires en temps normal, devenaient désormais vitaux. Chaque détail pouvait sauver une vie. Dans ce climat d'angoisse, un nom a surgi au cœur de l'enquête, Charles Fourie, un homme de 43 ans déjà connu des autorités locales. Caucasien, vêtu d'un pantalon de treillis, d'une veste rouge et noire et de chaussures de sécurité, il a rapidement été désigné comme suspect numéro 1. Son profil, encore mystérieux pour le grand public, suscitait d'emblée la méfiance. Pourquoi lui? Qu'avait-il à voir avec la disparition de la fillette? Très vite, un détail a renforcé les soupçons. Le véhicule qu'il conduisait, une Citroën C5 gris foncé, immatriculé CF109ZL, avait été aperçu dans les environs peu avant la disparition de Lucie. Cette information a bouleversé l'enquête. Dans les minutes qui ont suivi, l'alerte a été relayée sur les routes, dans les stations-service, au péage, jusque dans les transports en commun. Le pays entier se mettait en chasse, chacun devenant les yeux et les oreilles des enquêteurs. Le dispositif, déjà utilisé à plusieurs reprises en France, obéit à une logique claire. Plus l'information circule vite, plus l'enfant a de chances d'être retrouvé vivant. Télévision, radio, réseaux sociaux, panneaux lumineux, partout, le même message s'affichait, répétitif, oppressant, mais nécessaire. Dans les cafés, les gares, les foyers, les gens s'arrêtaient pour scruter la photo de la fillette, mémoriser le nom du suspect, retenir l'immatriculation de la voiture. Le ministère de l'Intérieur, en lien direct avec la gendarmerie, rappelait les consignes. Ne jamais intervenir soi-même, mais composer immédiatement le 197, le numéro dédié. Dans une affaire d'enlèvement, l'instinct de protection peut être fatal. Seule une mobilisation encadrée des forces de l'ordre pouvait espérer arracher Lucie des griffes de son ravisseur présumé. À Dompierre, l'émotion était à son comble. Dans cette petite commune, chacun connaissait Lucie ou sa famille de près ou de loin. Les habitants se sont rassemblés devant la mairie, parfois en larmes, parfois simplement figés dans l'incrédulité. Les écoles, le lendemain matin, bruissaient d'un seul sujet de conversation. Comment une telle tragédie avait-elle pu frapper ici, dans ce coin paisible du département? Mais très vite, l'affaire a dépassé le cadre local. Elle est devenue nationale. En quelques heures, la France entière retenait son souffle, suspendue aux mises à jour officielles, aux conférences de presse des enquêteurs, aux alertes des médias. Dans cette course contre la montre, une seule question obsédait tous les esprits. Où est Lucie? Lorsque le nom de Charles Fourie a commencé à circuler dans les couloirs de la gendarmerie, puis dans les médias, une onde de stupeur a parcouru la population. Qui était donc cet homme de 43 ans, soudain propulsé au rang de principal suspect dans l'enlèvement d'une fillette de 12 ans? Son profil, loin d'être celui d'un inconnu absolu, interroge et inquiète. Plus les détails émergent, plus l'ombre qui plane autour de lui s'épaissit. D'origine caucasienne, Charles Fourie vivait depuis plusieurs années dans une commune voisine de Dompierre. Son parcours, en apparence ordinaire, cachait cependant des zones d'ombre.
Célibataire, sans enfant, il vivait seul dans un pavillon modeste, au bout d'une route départementale peu fréquentée. Ses voisins le décrivaient comme un homme discret, parfois serviable, mais aussi sujet à des colères soudaines. Certains se souviennent d'altercations banales, liées à du bruit ou à des questions de voisinage, mais qui laissaient entrevoir une personnalité instable. Les enquêteurs ont rapidement confirmé que Charles Fourie n'était pas un inconnu pour la justice. Des antécédents mineurs figuraient à son dossier. Des délits routiers, quelques plaintes pour menaces ou comportements agressifs. Rien qui, jusqu'alors, ne laissait présager un passage à l'acte d'une telle gravité. Pourtant, l'accumulation de ces signaux faibles prend aujourd'hui une signification effrayante. Le soir de la disparition de Lucie, Charles Fourie portait une tenue qui ne passait pas inaperçue. Un pantalon de treillis, une veste rouge et noire et des chaussures de sécurité. Ce choix vestimentaire, robuste et utilitaire, correspondait à l'image que certains se faisaient de lui. Un homme brut, peu soucieux de son apparence, mais dont la carrure et l'allure imposaient une certaine crainte. Les témoins ayant croisé son chemin affirment que son attitude paraissait tendue, nerveuse, comme s'il cherchait à éviter les regards. L'élément le plus marquant reste toutefois son véhicule, une Citroën C, 5 gris foncé, immatriculée C, F109, ZL. Cette voiture, banale en apparence, est devenue le point focal de toutes les recherches. C'est grâce à ce signalement précis que l'alerte enlèvement a pris une dimension nationale. Des automobilistes ont affirmé avoir croisé ce véhicule sur la route départementale reliant Dompierre à Alençon dans la nuit du 24 septembre. Les caméras de surveillance de certaines stations-service pourraient détenir des images cruciales. Pour les enquêteurs, chaque kilomètre parcouru par ce véhicule est une pièce du puzzle. La question angoissante est désormais de savoir si Lucie se trouvait à bord. Au fil des heures, le portrait de Charles Fourie se précise. Les premiers témoignages dessinent l'image d'un homme solitaire, parfois marginalisé. Certains collègues de travail, rencontrés par les journalistes, parlent d'un employé instable, souvent absent, en conflit avec la hiérarchie. D'autres évoquent un homme renfermé, préférant la compagnie de ses chiens à celle des humains. Ses fréquentations semblent limitées, son cercle social réduit au strict minimum. On le décrit comme méfiant, parfois paranoïaque, convaincu que le monde extérieur lui voulait du mal. Cette méfiance maladive pourrait-elle avoir glissé vers une obsession dangereuse? Était-il à la recherche d'une cible innocente pour assouvir un besoin de contrôle ou de revanche? Les psychologues criminels consultés par les médias se risquent à esquisser un profil inquiétant, celui d'un homme en rupture sociale dont le passage à l'acte pourrait être le fruit d'une longue accumulation de frustration. Dès que son identité a été rendue publique, les réactions ont été immédiates. Sur les réseaux sociaux, le nom de Charles Fourie est devenu un mot-clé, circulant à une vitesse folle. Les habitants des communes voisines, eux, se sont dit abasourdis. Comment un homme qu'ils croisaient là parfois à la boulangerie, au marché ou dans les rues, pouvait-il être soupçonné d'un acte aussi ignoble? Dans les écoles, les parents d'élèves ne parlent que de lui. Certains, effrayés, ont décidé de ne plus laisser leurs enfants seuls, même pour de courts trajets. Les autorités locales ont dû multiplier les communiqués pour calmer les esprits, rappelant que seule une enquête approfondie permettrait d'établir la vérité. Pour les forces de l'ordre, l'objectif est désormais clair, retrouver au plus vite Charles Fourie et comprendre où il a pu emmener Lucie. Chaque minute perdue réduit les chances de retrouver l'enfant en vie. Des barrages routiers ont été installés, les hélicoptères de la gendarmerie sillonnent les campagnes et des drones sont mobilisés pour couvrir les zones boisées. L'affaire prend une ampleur dramatique, mobilisant des centaines de militaires et de bénévoles. Le visage de Fourie, désormais connu de tous, est affiché partout. Son nom résonne comme une menace. Et pourtant, un mystère persiste. Quelles étaient ses véritables intentions? Pourquoi Lucie? Pourquoi ce moment-là, dans cette petite rue tranquille? En attendant des réponses, la France retient son souffle. L'image d'un quadragénaire inquiétant, fuyant dans sa Citroën C5, hante les esprits. Le contraste est saisissant. D'un côté, une adolescente à la vie encore pleine de promesses. De l'autre, un homme mûr, chargé de zones d'ombre. L'équation est terrible, l'angoisse insoutenable. Plus les heures passent, plus l'urgence se fait sentir. Dans ce combat, entre le temps qui file et la mobilisation collective, une vérité s'impose. Retrouver Lucie dépend désormais de la traque implacable de Charles Fourie. L'annonce de l'enlèvement de Lucie, 12 ans, et la désignation de Charles Fourie comme principal suspect ont immédiatement déclenché une mobilisation sans précédent. La mécanique de l'alerte enlèvement est redoutable. Chaque seconde compte, chaque citoyen devient un potentiel relais d'information. Mais au-delà du dispositif officiel, c'est toute une nation en état d'alerte qui s'est mise en mouvement, prête à unir ses forces pour retrouver une enfant disparue. Dès les premières heures, la gendarmerie de l'Orne a établi un poste de commandement dans la mairie de Dompierre.
Les cartes étalées sur de longues tables, les écrans affichant des flux vidéo de caméras de surveillance et la radio militaire créant une atmosphère tendue rappelaient une salle de crise. Les enquêteurs, aidés par les brigades cynophiles et les unités de recherche spécialisées, ont balisé un périmètre autour du lieu de disparition. Les chiens pisteurs ont immédiatement été mis sur la trace de Lucie. Selon des sources proches de l'enquête, l'odeur de l'enfant a été retrouvée dans une ruelle adjacente, s'arrêtant brutalement près d'un parking. Une preuve supplémentaire que la piste du véhicule suspecté, la Citroën C5 de Charles Fourie, était capitale. La diffusion de l'immatriculation du véhicule a transformé chaque route du département en piège potentiel pour le suspect. Aux sorties d'autoroute, sur les départementales, jusque dans les petites routes de campagne, les forces de l'ordre ont multiplié les contrôles. Des files de voitures s'étendèrent parfois sur plusieurs kilomètres, les gendarmes scrutant chaque conducteur, chaque plaque, chaque passager. La circulation a été perturbée, mais les automobilistes ont accepté avec résignation ces ralentissements. Chacun savait que la vie d'une enfant était en jeu. Beaucoup de témoins bouleversés ont même spontanément appelé le numéro d'urgence 197 pour signaler des véhicules ressemblant à celui du suspect. Parfois à tort, mais avec la meilleure des intentions. Jamais un message d'alerte n'avait été aussi rapidement relayé. À la télévision, les chaînes interrompaient leur programme pour afficher le visage de Lucie et celui de Charles Fourie. À la radio, les bulletins d'information répétaient en boucle le signalement de la fillette et de la voiture. Sur les réseaux sociaux, des milliers de publications circulaient. Photos partagées, vidéos appelant à la vigilance, hashtag mobilisateur. Les panneaux lumineux des autoroutes diffusaient une phrase implacable: alerte enlèvement, Lucie, 12 ans, Citroën C, 5 gris foncé, CF 109 ZL, ne pas intervenir, appelez 197. Dans les gares et les aéroports, les écrans d'affichage affichèrent le message. Des voyageurs, choqués, arrêtèrent leur marche pour regarder attentivement, mémorisant l'immatriculation comme si leur mémoire pouvait devenir une arme. Dans les campagnes environnantes, des habitants se sont regroupés pour organiser des battues improvisées, ratissant les champs, les chemins forestiers, les abords des rivières. Des bénévoles, souvent parents eux-mêmes, expliquaient qu'ils ne pouvaient pas rester passifs. Leur peur se mêlait à leur détermination. Des associations locales ont offert leur aide logistique, distribution de lampes, de bouteilles d'eau et près de drones civils pour explorer des zones difficilement accessibles. Jamais la solidarité d'un territoire n'avait semblé aussi forte. À Dompierre, la place de l'église est devenue un point de rassemblement permanent où les habitants échangeaient les dernières informations, attendant avec anxiété les communiqués officiels. Au XXIe siècle, la traque d'un suspect ne repose plus uniquement sur les témoignages humains. Les enquêteurs ont exploité toutes les ressources disponibles. Bornes téléphoniques, caméras de vidéosurveillance, données GPS, radars automatiques, chaque mouvement de la Citroën suspecte était traqué, chaque fragment de données analysé. Un dispositif de géolocalisation a permis de retrouver une trace du véhicule dans une station-service située à une quarantaine de kilomètres de Dompierre. Des images floues, mais suffisantes pour confirmer la présence d'un homme correspondant à la description de Fourie, ont été extraites. Restait à savoir si Lucie se trouvait encore vivante à ses côtés. Dans les maisons, les familles retenaient leur souffle. Les parents, serrant leurs enfants contre eux, se projetaient dans l'horreur que vivait la famille de Lucie. Chaque information nouvelle suscitait un frisson d'espoir ou une vague d'angoisse. Les réseaux sociaux se remplissaient de messages de soutien, de prières, de colère aussi. Beaucoup dénonçaient une société incapable de protéger ses enfants. D'autres rappelaient au contraire l'efficacité d'un système d'alerte qui, à de rares reprises, avait permis de sauver des vies. À l'école de Lucie, un silence glaçant a envahi les couloirs. Ses camarades, bouleversés, n'arrivaient pas à comprendre comment leur ami, qui riait encore avec eux la veille, pouvait être victime d'un tel cauchemar. Des psychologues ont été dépêchés sur place pour accompagner élèves et enseignants. Le temps, dans une affaire d'enlèvement, est l'ennemi le plus cruel. Les enquêteurs le savent. Les premières 24 heures sont décisives. Plus elles s'éloignent, plus les chances de retrouver Lucie vivante diminuent. Chaque minute passée sans indice concret pèse comme une éternité. C'est dans ce climat d'urgence extrême que la mobilisation nationale a pris tout son sens. Plus que jamais, la survie de Lucie reposait sur la vigilance collective, sur la capacité d'un pays entier à unir ses forces pour la sauver. Dans les grandes affaires criminelles, les médias jouent toujours un rôle crucial. Mais lorsqu'il s'agit d'un enlèvement d'enfants, ce rôle prend une dimension à la fois vitale et délicate. L'affaire Lucie, en seulement quelques heures, est devenue un sujet omniprésent dans les journaux télévisés, à la radio, sur les sites d'information et les réseaux sociaux. Chaque image, chaque mot, chaque chiffre diffusé contribuait à façonner l'opinion publique et à maintenir la mobilisation nationale.
Dès l'instant où l'alerte enlèvement a été déclenchée, les grandes chaînes d'information ont interrompu leur programme. Sur les écrans, le visage de Lucie s'affichait en permanence, accompagné de sa description et de l'immatriculation de la Citroën C, 5 suspects. Les journalistes, souvent en direct de Dompierre ou du poste de commandement, rapportaient les moindres avancées de l'enquête. Des envoyés spéciaux suivaient la progression des recherches. Des images de gendarmes fouillant des forêts, de barrages routiers installés en urgence ou encore de volontaires arpentant les champs faisaient régulièrement la une. Cette médiatisation massive avait pour but premier de toucher le plus grand nombre, mais elle alimentait aussi une tension croissante. À la radio, l'information circulait encore plus vite. Chaque heure, les bulletins rediffusèrent le signalement de Lucie et de Charles Fourie. Les automobilistes, souvent premiers témoins potentiels sur les routes, devenaient ainsi des acteurs essentiels de la traque. La voix des animateurs, grave et répétitive, marquait les esprits. Une fillette de 12 ans a été enlevée. Si vous voyez ce véhicule, n'intervenez pas, appelez immédiatement le 197. L'impact psychologique était puissant. Dans les voitures, les familles se taisaient, écoutant avec effroi un message qui résonnait comme une prière. Si les médias traditionnels restaient encadrés par des règles strictes, les réseaux sociaux, eux, offraient un espace incontrôlable. En quelques minutes, les photos de Lucie et du suspect ont été partagées des milliers de fois. Des internautes se sont improvisés enquêteurs, scrutant leur quartier, publiant des témoignages parfois précieux, parfois erronés. Certains posts allaient jusqu'à diffuser des rumeurs infondées, localisation présumée de la voiture, accusations sans preuve, théories complotistes. Les autorités ont dû rappeler à plusieurs reprises que seule l'information officielle devait être prise en compte. Mais dans l'urgence, il devenait difficile de contenir l'emballement numérique. Ce qui frappait le plus, c'était l'unanimité de la réaction. Dans les foyers, dans les écoles, au travail, tout le monde parlait de Lucie. L'image de cette enfant souriante, avec ses longs cheveux bruns et son regard doux, est devenue un symbole de fragilité et d'urgence. Les célébrités, les personnalités politiques, les associations de protection de l'enfance ont pris la parole, appelant à la vigilance et à l'unité. Les hashtags « Alerte Lucie » et « On cherche Lucie » sont rapidement devenus viraux. Jamais une disparition n'avait autant suscité de messages de soutien. Mais cette mobilisation médiatique posait aussi des dilemmes. Comment informer sans céder au sensationnalisme ? Comment maintenir la pression sans alimenter la panique? Certains experts en communication ont critiqué la surexposition du visage du suspect, craignant que cela ne l'incite à des comportements plus dangereux encore. D'autres, au contraire, rappelaient que cette omniprésence médiatique pouvait sauver la vie de l'enfant en réduisant ses marges de fuite. Les chaînes, conscientes de leur responsabilité, ont multiplié les plateaux avec des experts, criminologues, psychologues, anciens enquêteurs. Tous soulignaient la même chose, la diffusion massive était nécessaire, mais le calme et la rigueur devaient primer sur la peur et l'emballement. Au fil des heures, il est devenu clair que l'affaire dépassait largement les frontières de l'Orne. De Paris à Marseille, de Lille à Bordeaux, les Français se sentaient directement concernés. Chacun scrutait les visages croisés dans les rues, chaque voiture grise devenait suspecte. Les parents, particulièrement, vivaient dans une angoisse nouvelle, craignant que ce drame ne puisse frapper n'importe quelle famille à n'importe quel moment. La société tout entière s'est retrouvée suspendue aux bulletins d'information. Les journaux du soir consacraient leurs unes à l'affaire avec des titres poignants. Où est Lucie? La France en alerte? Chaque minute compte. À travers cette couverture médiatique intense, une question revenait sans cesse. L'alerte enlèvement allait-elle permettre de sauver Lucie? L'histoire récente montrait des fins parfois heureuses, parfois tragiques, mais une chose était sûre. Jamais sans les médias, sans cette visibilité massive, la recherche n'aurait pu atteindre une telle ampleur. Alors que les jours passent, l'affaire Lucie prend une tournure de plus en plus angoissante. Chaque heure écoulée, sans nouvelles tangibles, pèse comme une éternité. Pour la famille, pour les proches, pour la France entière désormais mobilisée, cette attente est une épreuve insoutenable. La question qui hante tous les esprits reste la même, simple mais déchirante. Lucie est-elle encore vivante? Les parents de Lucie vivent depuis la nuit du 24 septembre une descente aux enfers. Leur maison, située au cœur de Dompierre, est devenue le centre nerveux d'un drame que personne n'aurait pu imaginer. Le salon, habituellement rempli des rires d'une enfant de 12 ans, est désormais envahi par les enquêteurs, les journalistes, les proches venus témoigner leur soutien. La mère de Lucie, effondrée, multiplie les appels à la télévision et sur les réseaux sociaux, suppliant qu'on lui rende sa fille. Le père, lui, tente de garder une apparence de force, mais ses traits, tirés et son regard perdu, trahissent une détresse insondable. Leur seul espoir, que la vigilance collective permette de retrouver leur enfant saine et sauve. À Dompierre, le quotidien s'est figé. Les habitants vivent au rythme des communiqués officiels.
Chaque sirène de police résonne comme une promesse, chaque nouvelle rumeur ravive l'espoir, puis la peur. Dans les cafés, à la boulangerie, à la sortie des écoles, personne ne parle d'autre chose. L'affaire Lucie est devenue l'unique sujet, un drame partagé qui soude mais épuise. La mairie a mis en place un registre de soutien où les habitants laissent des messages pour la famille. Des bougies sont déposées chaque soir devant la porte des parents, formant une veillée silencieuse, presque religieuse. Pour les gendarmes et les enquêteurs mobilisés, la pression est immense. Ils savent que chaque minute compte. Les premiers jours sont décisifs dans une affaire d'enlèvement. Mais plus le temps s'étire, plus les risques augmentent. Malgré cela, la détermination reste intacte. Les recherches se poursuivent, sans relâche, de jour comme de nuit. Les pistes sont nombreuses mais encore fragiles. Un témoin affirme avoir aperçu une voiture ressemblant à la Citroën C5 à proximité d'une forêt voisine. Un autre prétend avoir vu un homme correspondant à la description du suspect dans une station-service. Les enquêteurs vérifient, recoupent, mais rien ne permet encore de localiser Lucie avec certitude. Dans tout le pays, l'émotion ne faiblit pas. Les bulletins d'information continuent de consacrer leurs ouvertures à l'affaire. Les réseaux sociaux débordent de messages d'espoir. Des familles, parfois touchées par des drames similaires, publient des témoignages bouleversants, rappelant que l'union et la vigilance peuvent sauver des vies. Pourtant, derrière cette mobilisation, une peur sourde grandit. Et si l'histoire se terminait mal? Et si l'alerte enlèvement n'était pas suffisante cette fois-ci? Ces pensées, personne n'ose les dire à voix haute, mais elles hantent les conversations, même les plus anodines. Malgré tout, l'espoir subsiste. Des affaires précédentes ont montré que des enfants pouvaient être retrouvés vivants, parfois grâce à un simple détail remarqué par un citoyen attentif. L'image de la chevalière dorée de Lucie, de sa montre rose ou de la Citroën C5 est répétée encore et encore, comme un mantra. Les enquêteurs rappellent sans cesse que la vigilance doit rester totale, car chaque regard peut faire la différence. Pour la famille, pour les amis, pour les milliers de personnes qui suivent l'affaire avec ferveur, un seul scénario est envisageable. Voir Lucie réapparaître vivante dans les bras de ses parents. Tant que cela reste possible, tant qu'aucune preuve du contraire n'existe, l'espoir demeure. Quoi qu'il advienne, l'affaire Lucie restera dans les mémoires comme l'une des plus marquantes de ces dernières années. Elle rappelle la fragilité de l'enfance, l'importance des dispositifs de protection, mais aussi la force de la solidarité nationale. Dans un pays souvent divisé, cette tragédie a eu au moins le mérite de rassembler, d'unir autour d'un objectif commun, sauver une vie. Dans les foyers, les bougies continuent de brûler. Les visages sont graves, les regards tournés vers les écrans. Le pays entier attend une nouvelle, un signe, un miracle. Dans ce silence tendu, une certitude s'impose. L'histoire de Lucie est devenue l'histoire de tous. L'affaire Lucie restera comme un drame qui a glacé la France entière. Une enfant de 12 ans disparue, un suspect identifié, une nation mobilisée, autant d'éléments qui rappellent combien l'innocence est fragile et combien chaque instinct compte lorsqu'une vie est en danger. Derrière les chiffres, les dispositifs et les discours médiatiques, il y a surtout une famille brisée, des parents suspendus à un fil d'espoir et un pays tout entier devenu témoin et acteur de la traque. Quoi qu'il advienne, cette tragédie aura marqué les consciences. Elle rappelle l'importance de la solidarité, de la vigilance et de la responsabilité collective. Car dans ces instants d'urgence, ce n'est pas seulement le destin d'une enfant qui se joue, mais aussi celui d'une société qui choisit de protéger les plus vulnérables.